Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Nous sommes là aujourd'hui pour analyser l'actualité en RDC. Nous allons actualiser le premier sujet sur lequel analyser d'abord le message du FCC. Le FCC soutient les institutions. Le FCC dénonce aujourd'hui la dictature en République démocratique du Congo. A-t-il tort ou raison? Première question ou première thématique. Nous allons parler également de John Numbi. Parler aussi du Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, qui veut à tout prix la tête aujourd'hui de Gilbert Kankonde. Il veut que Gilbert soit suspendu. Pourquoi? Puisque Gilbert, selon le Premier ministre bien sûr, est allé au-delà de ce qu'il lui avait réservé comme, ou bien de ce qu'il lui avait légué comme pouvoir. En fait, je reçois pour vous Ben Bryant. Ben Bryant, c'est un activiste bien sûr des mouvements citoyens. Oui. Activiste des mouvements citoyens. Je ne sais pas, il est proche FCC, proche CACH, je ne sais pas, il va nous le dire. Il est là ensemble avec nous pour analyser question de l'heure. Ben, bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane, merci de l'invitation. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va, au rythme du pays, mais ça va. Ça va. On a vu FCC dans le rue de Kinshasa. Lambert Mende, Shadari, même les tout-puissants Kalev aujourd'hui étaient dans le rue de Kinshasa. Comment vous analysez cela? Mais ma première impression, c'est que la roue tourne. La roue tourne, quand on voit des choses comme ça prouve que la roue tourne. Les personnes que vous avez citées, vous avez dit le tout-puissant Kalev Mutonde, l'ancien administrateur directeur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, qui devrait normalement être une personne incolore, je veux dire une personnalité apolitique. Parce qu'il a dirigé une instance qui relève de services d'intelligence, ça veut dire les services de sécurité de notre pays. Et aujourd'hui, c'est écœurant, en tout cas pour moi, de voir quelqu'un qui a occupé ces fonctions-là avoir aujourd'hui une couleur, une connotation politique, s'afficher sous le couleur du PPRD. Ça prouve que tout ce temps, la personne n'a pas travaillé pour la nation, la personne a travaillé plutôt pour le PPRD ou le FCC qui est de sa famille politique. Mais ça ne me surprend pas. Outre mesure, ça ne me surprend pas parce que, disons que nous sommes habitués à ce genre de choses où il y a caporalisation des instances. Nous nous rappellerons toujours de cette lettre ouverte à je ne sais qui, que Kalev Mutonde avait écrite pour dire toute sa fidélité à la personne et à la famille de Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila. C'est vous dire qu'il y a des choses assez bizarres dans notre pays. Mais le fait que le FCC soit descendu dans la rue, pour nous, ça veut tout simplement dire que les choses sont en train de changer. Et j'ai une pensée pieuse pour le camarade Rossi Mukendi qui disait « Le peuple gagne toujours ». Et dans sa tombe, Rossi Mukendi, comme Thérèse Kapangala et toutes les autres victimes infortunes de la dictature kabilienne, de la dictature du FCC, toutes ces autres victimes doivent se retourner dans leur tombe pour dire quand même les gens qui nous ont tués, les gens qui nous ont massacrés, les gens qui nous ont, disons, quelquefois égorgés, les gens qui nous ont maltraités. Je pense ici à la petite Dorcas qui a été évacuée pour l'Afrique du Sud mais dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, qui a reçu une balle qui l'a transpercé le larynx. Au jour d'aujourd'hui, toutes ces personnes-là doivent se dire si aujourd'hui les gens comme Kalev, les gens comme Néhémie, les gens comme Shadari sont dans la rue pour dire non à la dictature, ça veut dire quand même que les choses ont changé. Et ça, c'est pour nous un point. On ne comprend rien. Hier, on a dénoncé la dictature face à Joseph Kabila et aujourd'hui, c'est FCC qui dénonce la dictature face à Tshisekedi. Mais vous savez, Tshisekedi hier qui prônait l'état des droits, la démocratie, aujourd'hui il devient dictateur. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible que les agneaux d'aujourd'hui deviennent le bourreau de demain. Et c'est aussi possible l'inverse. Mais dans tout le cas, ça prouve aujourd'hui que le FCC n'a plus le pouvoir qu'il avait. C'est-à-dire que les persécuteurs de l'autre fois est devenu aujourd'hui persécuté. Ça, pour nous, c'est révélateur. C'est pour prouver à l'ensemble de la classe dirigeante, c'est pour prouver à l'ensemble de politiciens, c'est pour prouver que rien n'est dur. Rien n'est dur et rien ne reste éternel. Mobutu, qui était le roi du Zaïre, n'a été enterré que devant moins de 10 personnes.
Aujourd'hui, le fait que le bourreau d'hier, aujourd'hui, crie à la dictature, ça prouve que le pouvoir n'est pas éternel. Mais c'est quand même assez révélateur, parce que les questions sur lesquelles le FCC crie aujourd'hui à la dictature, ce sont les questions sur lesquelles eux, ils ont fait 10 fois pire. C'est-à-dire que si aujourd'hui ils peuvent parler de violation de la Constitution, sous Kabila, nous avons vécu pire que ça. S'ils peuvent parler de violation des droits de l'homme, sous Kabila, c'était pire que ça. S'ils peuvent parler de la détérioration, j'allais dire, des conditions de vie de Congolais, sous Kabila, c'était encore 10 fois pire que ça. S'ils veulent parler de, je ne sais pas moi, tout ce qu'ils auront à évoquer, il faut qu'on en sache que sous Kabila, c'était 10 fois pire que ça. Et donc, c'est quand même étonnant que ceux qui eux-mêmes étaient les artisans de cette dictature, ceux qui ont modifié la Constitution selon leur bon vouloir, ceux qui ont manipulé la loi selon que ça leur plaisait, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, ils reviennent en donneur des leçons, mais c'est tout simplement la preuve que le pouvoir coule, et il coule très vite. Il y a eu des messages au cours de cette manifestation. D'abord, Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, dit que le Premier ministre n'est pas un garçon de course du président de la République. Comment vous analysez ça? Mais je ne sais pas dans quel contexte Chadari dit ce qu'il était en train de dire. Il faut seulement qu'il sache que le Premier ministre est un subalterne hiérarchique, je vais dire. Il est subalterne hiérarchique du président de la République. Il faut que l'on sache très bien que quand on parle du président de la République, on parle d'une personne qui est une institution. On parle d'une personne qui a été votée par l'ensemble des Congolais. On parle d'une personne qui était candidat sur les territoires congolais, pas sur une circonscription. La circonscription du président de la République, c'est l'ensemble du territoire congolais. Le président de la République a été voté à Kinshasa, à Manono, à Massissi et partout où il y a eu élection. Ce n'est pas le cas du Premier ministre. Le président de la République est la première institution du pays. Le président de la République est commandant suprême des forces armées. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le chef de l'État. Monsieur Ilon Kamba, l'actuel Premier ministre, n'est que chef du gouvernement. Le président de la République est celui qui instruit, qui donne des ordres au gouvernement. Et le gouvernement, bien évidemment, qui définit sa politique en concertation avec le président. Le gouvernement est censé exécuter. Le président de la République peut donner sa vision telle que la gratuité de l'enseignement, et le gouvernement est censé matérialiser cela. Et le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est pour vous dire que le président a des ordres, a des injonctions à donner au Premier ministre. Et si pour M. Chadari, ça fait du Premier ministre un garçon de course, alors M. Chadari n'a rien compris du fonctionnement d'un État. Il doit peut-être, je ne sais pas quelle étude il a faite, mais il doit peut-être revoir ses notes. Ça n'a rien à voir avec être un garçon de course. Le président de la République est le supérieur hiérarchique du Premier ministre et c'est aberrant d'entendre quelqu'un qui a failli par malheur, parce qu'il ne faut pas oublier que Chadari était un candidat président de ce pays et que si par malheur il était passé, il serait président de la République. Et pour lui, avoir cette compréhension de choses, c'est quand même ahurissant. Ilunga Ilunkamba, le Premier ministre, veut à tout prix la tête du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur pour avoir contresigné les ordonnances du chef de l'État à son absence. Et selon lui, le vice-premier ministre est allé au-delà de ce que lui avait donné comme pouvoir. Non, il faut que l'on dise ceci à l'intention de tous ces tireurs de ficelles, mais qu'on dise aussi la même chose à l'intention du peuple congolais. L'intérim, la notion de l'intérim est définie par la loi. Les conditions de l'intérim sont définies par la loi. L'article 97 de notre Constitution, 94, excusez, l'article 94 de notre Constitution est assez clair et limpide sur la question. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, mais lorsqu'il est empêché, ses fonctions sont assumées par le membre du gouvernement qui a préséance, c'est-à-dire le membre du gouvernement qui vient juste après le Premier ministre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Premier ministre lui-même est membre du gouvernement. Et donc, le Premier ministre étant empêché, le Premier ministre n'étant pas une institution,
le Premier ministre n'est qu'un pion dans l'institution gouvernement. Puisque le Premier ministre est empêché, le gouvernement n'arrêtera pas de fonctionner. Et donc l'intérim du Premier ministre est assuré de plein droit par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui est la deuxième personnalité du gouvernement. Dans ces conditions, dans les termes de l'article 94, pourquoi je dis 97 ? Dans les termes de l'article 94, l'intérim n'a pas à être défini par la personne qui est empêchée. Parce que l'intérim est différent de la délégation de pouvoir. L'article 92 de la Constitution, juste avant 94, l'article 92 si vous voulez, dit que le Premier ministre peut déléguer certains pouvoirs à un membre du gouvernement. La délégation de pouvoir est très différente de l'intérim. L'intérim, ça veut dire que vous êtes empêché, vous êtes indisponible, vous ne pouvez pas travailler. Mais la délégation de pouvoir, ça veut dire que j'ai peut-être beaucoup de choses à faire, allez-y faire ceci en mon nom ou à ma place ou me représenter. C'est très différent. Donc, quand le vice-premier ministre contresigne les ordonnances, autant dire qu'il existe ce qu'on appelle la jurisprudence. Parce que dans ce pays, le vice-premier ministre Makila a déjà eu à contresigner des ordonnances. Le vice-premier ministre Shehu Kitundu a déjà eu à contresigner des ordonnances. Donc ce n'est ni une invention, ni une nouveauté. Ce sont des choses qui ont déjà existé. Donc, le Premier ministre n'a pas à vouloir la sanction du VPM, donc le vice-premier ministre de l'Intérieur, parce qu'il n'a fait que exécuter la volonté du constituant qui veut que lorsque le président prend des décisions dans un domaine de collaboration avec le gouvernement, tel que la justice, l'armée et tout ça, qui étaient à l'époque des domaines réservés au président, qui sont devenus aujourd'hui des domaines de collaboration avec le gouvernement. Lorsque le président prend une décision dans ce domaine de collaboration, le gouvernement, qui est une institution, parallélisme de compétences, le président de la République est une institution. Le Premier ministre n'est pas une institution, c'est le gouvernement qui est une institution. Et c'est l'institution gouvernement qui doit contresigner. Mais parce que tous les ministres ne peuvent pas contresigner, parce que le gouvernement est formé de beaucoup de personnes, c'est le chef du gouvernement qui contresigne au nom du gouvernement. Ce n'est pas le contreseing de la personne, de l'individu, mais c'est le contreseing du gouvernement représenté par le Premier ministre. Et donc, l'article 94, scrupuleusement respecté, le Premier ministre Ilunkamba n'a pas à se permettre la folie de sanctionner ou de vouloir sanctionner les vice-premiers ministres qui n'a fait que respecter l'esprit et la lettre de la Constitution, mais aussi la lettre qui lui avait été adressée par le Premier ministre lui-même, qui lui conférait l'intérim. Un autre dossier, aujourd'hui, la CPI en train d'accepter pour analyser certains dossiers sur le crime commis sous Joseph Kabila en RDC. Donc la CPI a donné presque son aval au groupe d'avocats canadiens qui avaient introduit leur plainte au niveau de cette cour. Dites-nous, ces dossiers-là ne semblent pas flous aujourd'hui. Pensez-vous que Joseph Kabila un jour sera piqué ici, sera cueilli ici et amené à la CPI? Non mais écoutez, la RDC est signateur de l'acte créateur de la Cour pénale internationale. La RDC est membre de la Cour pénale internationale. Et donc nous avons signé cette charte-là, l'acte de Rome, comme on l'appelle. Et donc nous sommes soumis, parce que vous n'oublierez pas que les traités et conventions internationales ont prédominance sur le loi du pays. Bien sûr. Et donc, ce traité de Rome a prédominance sur même la constitution de notre pays. Et donc, M. Joseph Kabila, les sénateurs Kabila, si les faits sont avérés, s'il est reconnu coupable ou si au moins il s'avère qu'il est présumé coupable, la CPI a le plein droit de mettre un mandat d'arrêt, de demander à la RDC, qui est un membre de la CPI, de transférer M. Joseph Kabila à La Haye pour être jugé, comme l'a été Jean-Pierre Bemba,
comme l'a été Thomas Lubanga, comme l'a été Laurent Kunda, comme l'a été Houssane Abré, il y a eu un tribunal international, mais comme l'a été beaucoup d'autres personnes, comme l'ont été beaucoup d'autres personnalités qui ont dirigé l'Afrique et même ailleurs. Donc il n'y a pas je vais dire, il n'y a pas à rêver là-dessus. Le dossier n'est pas flou. Si les faits sont avérés, si les faits sont tracés, il y a de fortes probabilités que M. Kabila réponde de ses actes auprès de la Cour pénale Vous internationale. êtes dans ces mouvements citoyens, ça fait peu longtemps. Dites-nous aujourd'hui, Joseph Kabila dirige ces pays. Selon vous, la connaissance générale que vous avez, quelques notions de droit que vous avez, pensez-vous vraiment qu'il y a eu crime dans ces pays contre l'humanité sous Joseph Kabila et que Joseph Kabila serait aussi impliqué dans ces crimes-là? Écoutez, il y a eu des situations assez critiques, des situations sécuritaires assez dangereuses dans ce pays. Le Bakata Katanga des Gédéon Kyungu, Ouais. qui ont semé de la terreur dans le Katanga de manière générale. Et nous avons vu M. Gédéon Kyungu être amnistié, entre guillemets, par Joseph Kabila. Le régime de Joseph Kabila a emprisonné des innocents, des activistes désarmés, des gens qui n'avaient que leur bouche et leur stylo pour parler. Mais le régime de Kabila n'a jamais pu arrêter Gédéon Kyungu, qui a tué, qui a décapité de Congolais. Par contre, nous avons vu M. Gédéon Kyungu apparaître en public et devant le média avec un polo, avec une casquette aux effigies du président Joseph Kabila. C'est comme qu'il dirait qu'il était Et de mèche ça, avec lui. Comme quelqu'un pourrait dire qu'il était de mèche avec lui, mais aussi comme si c'est lui qui l'a protégé, qui l'a entretenu et qui continue de l'entretenir. Est-ce que l'homme Parce ne que- portait pas le polo avec l'effigie de Joseph Kabila pour peut-être amadouer le président? Ce n'est pas le cas, mais puisqu'il était entouré des autorités politico-administratives du pays. Ok. Parce qu'il était entouré de responsables de l'armée, de la sécurité et tout ça. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Mais du moment qu'une personne qui est accusée d'avoir commis des infractions aussi graves apparaît en public, est appréhendée, la moindre des choses c'est de l'arrêter, de mettre à la disposition de la justice. Les services, je vais dire, le régime de Kabila n'a jamais voulu, ne serait-ce qu'appréhender Gédéon Kyungu. Il y a eu des choses horribles, sérieusement retracées dans le Kasaï. Vous n'oublierez pas la situation de Kamona Sapou, où les services de sécurité ont été accusés de beaucoup de choses. Et on n'a jamais eu droit à un procès équitable. La mort, l'exécution sommaire de Zaina Catalan est la preuve éloquente de cette situation. Et donc, il y a lieu de dire qu'il y a des choses très sérieuses qui peuvent faire l'objet des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des violations très très graves des droits de l'homme. Très bien. Bref, l'arrestation de Joseph Kabila reste encore floue, un mystère. Oui, mais puisque nous ne pouvons pas se projeter dans les futurs, ce n'est pas un mystère en tant que tel. Ce sont des choses que nous pouvons par contre analyser. Il est possible qu'il soit arrêté parce que justement, il faut prouver le fait. Si le fait se sont avérés vrais, il est tout à fait logique qu'il puisse être arrêté. Mais ce que moi je peux donner comme avis personnel, c'est que j'aimerais bien que s'il y a de crimes, s'il y a de raisons d'arrêter M. Kabila, ça devait se faire par les instances de ce pays. Malheureusement, dans notre pays, c'est difficile. Malheureusement, tout est verrouillé. C'est difficile de se verrouiller. Vous vous rappellerez que la loi sur les anciens chefs de l'État a été magistralement calquée sur mesure, taillée sur la personne de Kabila, avec des procédures assez dilatoires, j'ai envie de dire, mais des procédures assez presque inexistantes dans la règle de droit. Mais j'aurais aimé que nous-mêmes, en tant que peuple, en tant qu'État congolais, que nous soyons en mesure de juger M. Kabila au lieu de les livrer à la CPI. Mais, à défaut de pouvoir les juger lui-même, si les crimes sont avérés, j'insiste sur le fait que les crimes ou les faits qui lui sont imputés doivent s'avérer être vrais, doivent être prouvés. Aujourd'hui, j'ai l'impression encore que la présence de M. Kabila en RDC coûte encore énormément au budget national. Il touche à lui seul une affaire de 670 000 $ le mois. Mais il n'y travaille pas. Et en plus de cela, il est sénateur à vie et il touche l'argent pour ça encore.
Oui. Dites-nous, dites-nous un peu aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que c'est de trop? Justement, moi je pense particulièrement que c'est de trop. Parce que il ne faut pas oublier que M. Kabila a été payé par le contribuable congolais Hum, pendant 18 ans. C'est beaucoup. C'est le Congolais qui paye la liste civile du président. A-t-il aussi amélioré les Il conditions a... sociales des Congolais? Oui, mais le bilan est largement mitigé. Hein. On peut se poser des questions sur 18 ans après, qu'est-ce qu'on a eu. Le bilan est largement mitigé, si pas catastrophique. Mais puisque cette personne a été payée, elle est en mesure, elle-même, la personne de Kabila est en mesure de prévoir son futur, c'est-à-dire de préparer sa retraite. De se dire que cette présidence n'est pas une présidence à vie, avec mon salaire, je peux préparer déjà ma retraite. Mais l'État, bien évidemment, pour les services qu'il aurait rendus à la nation, l'État lui doit quelques allocations. Mais puisque nous avons des législateurs qui ne sont en réalité que de marionnettes de leur camp politique, ils ont été à ce point malléables pour truffer, pour tripatouiller les lois, de manière à octroyer à M. Kabila des avantages, des allocations très très énormes et très très coûteuses pour le maigre budget que nous avons. Et donc ça, c'est une question de moralité de la part des dirigeants à tous les niveaux. C'est horrible, c'est tout simplement ridicule ce qui a été fait par l'autorité budgétaire. Mais maintenant, que Kabila touche l'argent, c'est pas dramatique. Mais qu'il touche beaucoup plus d'argent de manière à créer ce qu'on appelle la tension salariale, de manière à créer même les déséquilibres entre le classe sociale, ça devient une question de moralité, mais la moralité que nos politiques manquent énormément. Un autre dossier aujourd'hui, toujours justice, puisque nous parlons justice, c'est l'affaire 100 jours de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on a vu ces militants marcher, manifester leur ras-le-bol. Pour eux, le dossier de Vital Kamerhe est vide. Alors, ils veulent son acquittement et c'est tout. Et l'affaire de Vital Kamerhe, au tribunal bien sûr, c'est pour refixer encore. C'était prévu aujourd'hui, Oui, c'est refixé encore au 7 août. Vos commentaires un peu là-dessus? Même M. Kamerhe a été condamné en première instance. L'appel qu'il a fait par la voix de ses avocats, c'est une voie légitime qui lui est reconnue par la loi. Et je peux ici saluer l'attitude de militants de l'UNC qui ont manifesté sans beaucoup trop de débordements. Mais je suis inquiet sur un fait, c'est que nous commençons à connaître aujourd'hui beaucoup trop de marches, beaucoup trop de manifestations, beaucoup trop de déferlements dans la rue ou dans les rues de notre pays. Ça commence à faire beaucoup trop. Je crois que cette manipulation de la rue, cette manipulation de l'opinion risque de déstabiliser notre pays qui se cherche encore à se positionner. Mon analyse sur la question de Vital Kamerhe, c'est aussi le fait que cette question qui au départ était une question de droit est en train de se transformer aujourd'hui en une véritable question politique. Situation que l'on veut politiser justement par certains responsables, y compris le responsable de l'Église. J'ai appris avec beaucoup de froid, avec beaucoup d'étonnement, la déclaration de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui prend à bras le corps une affaire en justice comme ça. Nous devons apprendre à respecter la justice de notre pays. Nous devons apprendre à respecter les juges et magistrats de notre pays. Il y a eu comme je ne veux pas dire une obstruction à la justice, mais ça me donne l'air d'une ingérence de la part de l'Église ou du clergé de l'Église catholique par la voie de la CENCO, de pouvoir vouloir récupérer cette affaire qui est encore en justice parce que l'appel du jugement a été interjecté. Donc, moi, de ma part, j'attends, pas avec impatience, mais j'attends avec tout le temps que cela va prendre, pour moi, mais pas forcément pour l'accusé, tout le temps que ça prendra que la justice fasse son travail de manière tout à fait indépendante. Et si nous voulons un état de droit, cela passe impérativement par une justice qui fait son travail sans pression aucune. Et donc, j'espère vraiment que la justice va faire son travail, mais qu'il n'y aura pas d'interférence politique, parce que sinon,
nous aurons une classe de personnes qui soient intouchables parce qu'elles peuvent mobiliser dans la rue. John Numbi aujourd'hui, sa frustration c'est à quel niveau? Il dit qu'il a servi bien ses pays, il avait une discipline légendaire, il avait la confiance du chef, ça créait des ennuis et ses détracteurs ont induit le chef de l'État en erreur. Et voilà, en bref, il dit qu'il n'est pas agneau. Moi, je suivis avec un intérêt particulier les déclarations du général John Numbi. Monsieur Numbi est un Congolais comme les autres, qui a servi son pays justement, mais qui n'est pas exemple de tout reproche. La carrière de Monsieur Numbi a été entachée de beaucoup, de beaucoup émaillée, de beaucoup de turbulences, justement dans l'exercice de ses fonctions. S'il considère qu'il a été un militaire, un officier responsable, je ne vois pas pourquoi ça devrait gêner qu'un officier qui a servi son pays puisse arriver au niveau où tous les officiers doivent arriver. Si Numbi estime qu'il a servi convenablement ce pays, il n'est pas le seul dans l'armée congolaise à avoir servi ce pays. Encore faudra-t-il que l'on comprenne comment il a fait pour passer de policier à un militaire intendant de l'armée. Il était policier. John Numbi était un policier connu de tout le monde. Il était l'inspecteur général de la police. Inspecteur général de la police nationale congolaise. L'affaire qui le colle jusqu'aujourd'hui à la peau et qui le coulera peut-être, cette affaire de Chebea Fidel Bazana, c'est pendant qu'il était inspecteur général de la police. Encore, il faut que l'on comprenne comment il est passé de policier à militaire. Mais dans tout le cas, qu'il ait bien fait son travail ou non, il n'a pas été sanctionné. Il a tout simplement été remplacé par quelqu'un d'autre, un Congolais qui est aussi compétent. Même si celui-là aussi, le général Amissi, n'est pas exempt de tout reproche, mais nous savons qu'ici à Kinshasa, par exemple, c'est le général Amissi qui a mis en débandade l'armée de Jean-Pierre Bemba en 2006. Donc c'est aussi un Congolais qui a fait ses preuves, qui a évolué et qui le remplace à ce poste-là. Ici, il y a un manque d'esprit public, il y a un acharnement que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une privatisation de la chose publique où M. Numbi pense qu'il devrait être le seul à occuper ce poste-là parce qu'il serait discipliné, parce qu'il serait disciplinaire, parce qu'il serait un super flic. Non, il y a d'autres flics, il y a d'autres Congolais, il y a d'autres officiers qui peuvent occuper ce poste-là. Et c'est justement ce qui est en train de se passer. Le poste que John Numbi occupait n'a pas été créé avec lui. Ce poste existait bien avant, il y avait quelqu'un d'autre avant lui, il y aura quelqu'un d'autre après, et il y aura quelqu'un d'autre, ainsi de suite. La frustration se trouverait au niveau où la personne se sent dépourvue du pouvoir et qu'il craint que tout ce qu'il a fait comme abus de pouvoir puisse se retourner contre lui. C'est à ce niveau-là, je pense que la frustration devrait être, mais M. John Numbi, comme d'autres officiers, doivent se tranquilliser et comprendre que la roue tourne et que rien ne dure éternellement. Nous avons connu dans ce pays les généraux Maélé, les généraux Nzembi, les généraux Ilouki, des gens qui n'existent plus aujourd'hui. Avec toute la cohorte de l'air bavure, ces choses-là vont devoir le suivre et il ne faut pas, et ça c'est un message solennel, il ne faut pas manipuler l'opinion sous prétexte ou sous prétexte de fibre tribale pour dire que telle communauté congolaise, telle communauté de telle province est frustrée du fait que telle personne, la République n'appartient pas aux individus, la République appartient aux Congolais de manière générale. Et chaque Congolais qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, qui a les compétences pour servir son pays dans tel ou tel autre domaine, il devrait le faire sans tenir compte de son origine, de son appartenance ethnico-tribale ou de quoi d'autre. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. On a reçu pour vous aujourd'hui Ben Braham, un activiste bien sûr des mouvements citoyens. Avec lui, on a analysé l'actualité politique dans notre pays et il a répondu avec brio bien sûr à toutes nos questions. À toutes nos questions bien sûr. Nous vous disons merci. Merci Ben. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt Gims.